Merci beaucoup, Monsieur le Président, mes chers collègues. Aujourd'hui, nous nous livrons à un exercice inédit, puisque la Commission des Affaires européennes ne s'était jamais saisie de son histoire d'un texte relatif à la loi de programmation militaire. Les lois de programmation militaire sont des textes qui visent, vous le savez, à définir les orientations stratégiques de la défense nationale sur une période donnée, généralement entre 3 et 5 ans, et qui allouent aux forces armées les moyens humains, les moyens financiers nécessaires à leur mission de défense et de sécurité. C'est une démarche de planification à moyen terme qui permet de fixer les priorités de la politique de défense nationale et de déterminer les ressources nécessaires pour les atteindre. Elles contiennent principalement des dispositions relatives aux investissements dans l'armement, à la formation des militaires, à l'entretien des équipements ou à la réorganisation des forces armées. Il s'agit, il faut le souligner, d'un exercice essentiellement franco-français, malgré la présence d'un rapport annexé qui analyse la situation internationale. Ainsi, la loi de programmation militaire contient peu d'occurrences à la coopération européenne en matière de défense et aucune disposition législative n'y fait directement référence. Il a toutefois semblé utile que notre commission se penche sur ce texte pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la coopération européenne en matière de défense a franchi ces dernières années plusieurs étapes décisives, puisque en 1999 a été mis en place la politique de sécurité et de défense commune, la PSDC, et par la suite, plusieurs outils sont apparus dans ce domaine. L'Agence européenne de défense en 2004, le Fonds européen de défense en 2016, la coopération structurée permanente en 2017 ou encore la Facilité européenne pour la paix en 2021. Tous ces outils ont permis une meilleure mutualisation des moyens de défense de l'Europe et d'autre part l'adoption en 2016 d'une stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne, puis plus récemment la boussole stratégique en 2022 ont permis de définir les objectifs communs de l'Europe en matière de politique de sécurité et de défense. Cependant, pour reprendre la formule de Jean Monnet que vous connaissez tous, l'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Alors dans un contexte international déjà marqué par une intensification de la compétition entre grandes puissances au niveau mondial, la crise ukrainienne a bouleversé le paysage stratégique européen. Puisqu'au moment même où l'Union européenne adoptait sa boussole stratégique, ce document qui fixe une feuille de route pour faire enfin émerger un outil de défense européen capable de faciliter la poursuite des objectifs de l'Union dans le monde, l'invasion de l'Ukraine nous rappelait qu'à côté de la défense européenne, il faut également se préparer à la défense de l'Europe dans le cadre d'une guerre de haute intensité. Cette défense territoriale, soyons clairs, elle repose aujourd'hui sur l'OTAN, une organisation à travers laquelle les États-Unis continuent de jouer le rôle principal dans la sécurité du continent et au sein de laquelle la plupart des petits États européens, ce n'est pas péjoratif, élaborent leur propre planification militaire. Ainsi, OTAN et Europe de la défense ne sont pas en opposition toutefois, puisque comme nous l'ont rappelé plusieurs personnes auditionnées en vue de l'élaboration de ce rapport, la recherche par l'Union européenne d'une autonomie stratégique est souhaitée par nos alliés américains, qui seront sans aucun doute appelés à consacrer davantage leurs efforts à leur zone Indo-Pacifique dans les années à venir. Leur souhait d'une plus grande prise en charge des dépenses de défense par les Européens n'est donc pas nouveau. La recherche par l'Europe de son autonomie stratégique, malgré le sursaut actuel, a également lieu dans le cadre contraint du traité de Lisbonne, qui limite le rôle de l'Union en matière de défense au profit des États membres et de l'Alliance atlantique. L'effort actuel repose donc largement sur des institutions intergouvernementales telles que l'Agence européenne de défense, l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, tandis que la Commission intervient, elle, au titre de la politique industrielle de l'Union. Dans ce contexte, il a pu être reproché à la présente loi de programmation militaire de ne pas suffisamment prendre en compte la considération européenne, qui est effectivement appelée à prendre une part plus importante dans les années à venir. Il importe donc ici de rappeler quelques points essentiels. En premier lieu, même si cela est évident, la loi de programmation militaire 2024-2030 est un texte législatif français dont le champ d'application est par définition national. Si le rapport annexé auquel renvoie l'article 2 du texte fait état de l'importance comme des limites des coopérations au service de l'autonomie stratégique européenne, le dispositif du texte vise avant tout à donner aux armées les moyens d'atteindre les objectifs capacitaires fixés par ce texte. En deuxième lieu, la défense collective de l'Europe, qu'il s'agisse de l'OTAN
ou de la coopération européenne en matière de défense repose avant tout sur l'agrégation de forces nationales et non la constitution d'une véritable armée multinationale. Les programmations nationales doivent certes être coordonnées entre elles, mais cette coordination a lieu aujourd'hui, principalement dans le cadre de la programmation quadriennale de l'OTAN, à laquelle la France participe et dont elle tient compte au fil de sa propre programmation. En d'autres termes, la contribution française à la défense européenne tient d'abord aux capacités dont elle dispose et dont elle entend se doter. En portant ses dépenses militaires à 2% du PIB en 2030, la France est en phase avec l'effort que font depuis peu nos partenaires européens. La simple augmentation des budgets, si elle aboutit à des commandes auprès de l'industrie de défense européenne, est en effet l'élément clé d'un renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne. Troisième point, la loi de programmation militaire, si elle modifie peu le volume des forces pouvant être déployées, renforce toutefois certains éléments fondamentaux tels que les achats de munitions, les achats de pièces détachées, l'entraînement ou la réactivité des forces, éléments moins visibles mais cruciaux lorsqu'il s'agit de réagir rapidement à une crise majeure, comme c'est aujourd'hui le cas. Enfin, le maintien d'un effort budgétaire en faveur de la dissuasion nucléaire française renforce l'autonomie stratégique européenne, en particulier depuis le Brexit, qui a fait de la France l'unique puissance nucléaire de l'Union, il faut le souligner. Autrement dit, en l'état actuel des traités, la recherche de l'autonomie stratégique européenne passe d'abord par un accroissement des moyens, l'Europe de la défense devant émerger progressivement, d'abord à travers un renforcement des armées européennes opérant au sein de l'OTAN, peut-être en se substituant à cette dernière dans un nombre croissant de ses fonctions et à travers l'usage croissant de matériel européen et finalement à terme en intégrant pleinement les politiques de défense et de sécurité aux traités européens. Pour conclure, il convient donc de réellement mesurer de façon nuancée la contribution de cette loi de programmation militaire à la construction de l'autonomie stratégique européenne, qui prévoit un effort capacitaire bienvenu, mais dont il reste à espérer que la tendance ainsi amorcée se prolongera et permettra à la France de contribuer à l'émergence d'une Europe de la défense cohérente, lisible et autonome. Je vous remercie pour votre attention.